Bonjour, je me nomme Komla Gabriel Kadagali. Je suis économiste de formation. Je suis enseignant-chercheur et j'interviens dans les universités publiques et privées du Togo. Bon, je pense que c'est le tout premier bébé, on le dirait ainsi, le premier ouvrage. Mais très souvent, on dit l'écrivain, bien l'écriture, l'ère de la lecture. Ça, je pense que tous les auteurs le disent très souvent. Et moi, le fait que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage-là, c'est pour moi un moyen de partager, en fait. Partager un peu ce que je connais. Et je pense que ces éléments-là, tout le monde en a besoin. Et tout part, en fait, d'un constat très simple. C'est le manque d'ouvrage dans ce sens-là pour pouvoir édifier les jeunes, voire même ceux-là qui sont les adultes. Donc j'ai décidé d'écrire, j'ai décidé de partager le peu que je connais. Et c'est ce qui m'a poussé en fait vers l'écriture. Mais moi-même, j'aime m'appeler, j'aime dire voilà, que je suis un scientifique littéraire. Parce que j'aime lire, peu importe l'ouvrage, que ce soit les fictions, tout ça, là, j'aime lire. Je m'intéresse beaucoup aux ouvrages qui tirent un peu de la psychologie, de la philosophie, un peu de l'ésotérisme. Ce qui m'a poussé un peu également à publier un ouvrage. Et ça, tout part d'un constat très simple. Arrivé un moment, je me suis posé une question, à quoi je sers à ma communauté? Je pense que tout un chacun de nous doit se poser cette question-là. C'est une question de légitimité. À quoi je sers à la communauté? Ou bien on dit, voilà, je suis économiste et consort. À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager avec les autres? C'est ce qui m'a poussé vraiment à écrire cet ouvrage-là. Effectivement, j'ai eu écho de ce sentiment. C'est dû au fait que la plupart des ouvrages que nous publions, ce sont des articles scientifiques et consorts qui sont dans des revues. Ces revues-là sont peu lues même par le commun des mortels, bien disons tout un chacun. Ça reste carrément dans le monde scientifique. Mais arrivé un moment, la question de légitimité se pose. Comment revenir au commun et dire quelque chose ou bien euh, faire valoir un peu cette expérience-là qu'on a, le partager avec les autres. C'est le cas. La plupart, il y a plein de chercheurs, il y a plein d'universitaires qui sont là, qui font du bon boulot, qui publient des articles chaque année et dans des revues, des grandes revues, mais qui sont tellement peu lus par le commun ou bien tout chacun de nous. Donc je pense que l'idée, c'est d'arriver à un moment de se poser des questions, de voir à quoi on sert et voir ce qu'on peut également partager avec les autres. L'économiste, en fait, c'est le technicien, quelqu'un qui réfléchit un peu à la manière de gérer le bien commun que nous avons tous, notre bien commun, comment le partager, en fait, de compte, comment le répartir également. L'économiste n'est pas un acteur de décision, l'économiste fait des propositions. La force reste également aux politiques de voir s'il peut toutefois accepter les propositions du politique. Et l'économie, c'est cette science-là qui étudie un peu la manière dont nous gérons les ressources là pour pouvoir satisfaire le plus de nombres possible. Et très souvent en économie, on aime dire que nous sommes vraiment contraints par la question de la rareté, parce que les ressources sont rares, mais les besoins sont illimités. Dans l'économie, c'est celui-là qui fait des propositions dans ce sens-là. Comment gérer les ressources-là qui sont rares pour satisfaire le plus grand nombre d'individus, ou bien pouvoir vraiment bien gouverner la cité. Merci. C'est vrai, l'économie, c'est deux branches de l'économie, la micro et puis la macro. La microéconomie s'intéresse en fait au comportement individuel des agents économiques. Et quand je dis comportement individuel des agents économiques, je veux parler peut-être du consommateur, du producteur, le marché. C'est-à-dire la microéconomie prend les agents économiques individuellement et essaie de voir leur manière de réfléchir. Le consommateur, lui, il n'a qu'un seul objectif, c'est de maximiser sa satisfaction. Le producteur, lui, n'a qu'un seul objectif, c'est de maximiser également son profit. Et le marché, comment est-ce que le marché, c'est-à-dire sur le marché, on va voir interagir et le consommateur et le producteur. Comment est-ce que ces deux personnes-là, ou bien ces deux entités-là interagissent? C'est ça un peu la microéconomie. Donc la microéconomie étudie en fait le comportement individuel des agents économiques. Et maintenant, la macroéconomie s'intéresse au comportement de l'ensemble de ces agents économiques.
Donc c'est un peu ça la petite distinction qui existe entre la macro et la micro, mais elle n'est pas macroéconomiste si on n'a pas des raisonnements micro. Tout part du micro. Effectivement, en fait, le titre est un peu provocateur, mais tout part du sens qu'on donne à la richesse, ou bien au sens que moi, en tant qu'auteur, je donne à la richesse. Pour moi, est riche celui-là qui sait gérer le peu qu'il a. Donc, l'idée derrière l'ouvrage Devenir riche sans changer de revenu, c'est d'amener le lecteur dans un voyage, et ce voyage qui lui permettra de comprendre un peu certaines de nos habitudes en matière de gestion de finances personnelles. Donc c'est un peu ça l'idée qui est derrière. Devenir riche sans changer de revenu, c'est possible. C'est une manière de dire, si vous gérez bien le peu que vous êtes déjà riche. Non, en fait, l'idée ici, à partir de ce ouvrage, c'est de ne pas devenir peintre, mais tout ce que j'invite les gens bien, de par cet ouvrage, c'est d'être tout simplement intentionnel avec tout ce qu'on fait. Intentionnel avec nos dépenses, en ce sens que la plupart des dépenses, ou bien la plupart de la manière dont nous gérons le peu que nous avons dans notre argent, ce n'est pas intentionnel. Donc ce serait beaucoup plus intentionnel si on a un budget, si on a un plan d'épargne, si on sait également se prémunir un peu de l'ambiance qui est autour de nous, parce qu'arrivé un moment, il faut se poser la question, la plupart des idées que nous avons, la plupart de nos comportements, est-ce que ça vient de nous-mêmes ou bien c'est notre environnement qui nous pousse à ce genre de comportement. Donc, l'ouvrage essaie de voir, d'avoir un point de vue un peu plus large sur la personne, également l'environnement. Tout part de la définition de l'économie, je dirais, qui dit que c'est cette science-là qui étudie comment les ressources rares sont utilisées pour satisfaire les besoins qui sont très souvent illimités. L'homme est un éternel insatiable. Donc, et savoir gérer son argent, c'est très important parce que ça nous permet de ne pas nous mettre dans certaines situations dans le futur. L'argent, très souvent sous nos cieux, l'ouvrage là nous permettra peut-être d'éviter un peu ce rapport compliqué que nous avons avec l'argent. L'argent, si vous ne savez pas gérer l'argent, c'est l'argent qui va vous dicter la manière dont vous devez l'utiliser une fois que vous avez cet argent-là. Donc savoir gérer son argent, c'est d'avoir ces aptitudes-là. Et une fois que l'argent est là, cela vous permettra de dompter ce pouvoir-là et d'utiliser l'argent à des fins que vous voulez. Ce que moi j'ai remarqué, en fait, il y a un souci. Le souci que la plupart d'entre nous avons, c'est que ce n'est pas la connaissance qui est le problème, mais c'est notre manière de mettre en application cette connaissance-là que nous avons qui pose problème. Parce que la connaissance aujourd'hui, elle est accessible. Et tout ceci relève beaucoup plus de nos habitudes. Donc, les désirs et les besoins, c'est très important. Le désir, je dirais, c'est ce que l'on veut. Mais le besoin, c'est ce dont on a besoin. C'est-à-dire, en fait, le désir, c'est ce sentiment de manque. Ce sentiment de manque-là, dont nous recherchons tous vraiment à pouvoir le satisfaire. Et ce faisant, ça entraîne une dépense. Mais le besoin, c'est ce dont notre vie a besoin. C'est-à-dire le besoin, sans cet élément-là, notre vie ne pourra pas tenir. Donc c'est très important de pouvoir mettre la distinction entre un besoin et un désir pour pouvoir évoluer. En ce sens que quand je prends très souvent mes étudiants, un étudiant peut avoir des désirs, également des besoins, mais il faut savoir hiérarchiser ces éléments-là. Donc c'est une question de hiérarchie et de priorité. Donc un étudiant qui n'a peut-être pas son ordinateur de nos jours ne peut pas vouloir avoir une voiture ou bien le dernier portable. En fait, le besoin, c'est ce dont ta vie sans cet élément-là, ta vie ne pourra pas tenir. C'est différent du désir. Et chacun, c'est vrai qu'on dit que les désirs mènent à l'illumination. Chacun a besoin des désirs,
Mais ce sera plus important de se concentrer sur ces besoins, de les satisfaire, et le futur nous permettra de satisfaire également les désirs dont nous nourrissons. Je pense que le fait de publier ce travail-là, c'est une manière de descendre au niveau de tout un chacun pour que chacun puisse avoir une idée sur la question. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est tout simplement le fait, c'est une invite tout simplement à mettre en application ce que nous connaissons. Il y a plein d'ouvrages qui sont sortis en économie, et par les prédécesseurs, les maîtres qui ont publié ces genres d'ouvrages-là. Je pense que le lecteur, quand il prendra cet ouvrage, après avoir lu les 2 premières phases, il sera vraiment comblé et je pense qu'il va continuer et j'espère bien que ça va apporter plus à ses lecteurs. L'ouvrage en question, je l'ai construit sur une posture. En fait, quand on parle de la gestion des finances personnelles ou bien quand on parle de la littératie financière, la plupart des auteurs qu'on cite, ce sont des auteurs occidentaux, ce sont des Français, des Américains. On dit, voilà, Elon Musk a dit ceci, Jeff Bezos a dit ceci. Mais bon, des fois même, on a des difficultés à savoir si c'est authentique. Vraiment, ça devient de ces auteurs-là, tout simplement parce qu'ils sont les hommes les plus riches au monde actuellement. Donc moi, l'idée derrière, c'est de mettre le lecteur, ou bien disons, le lecteur africain dans son monde, ce qui m'a poussé à illustrer les images, les idées que je veux véhiculer par en fait des petits récits. Donc au début de chaque thématique, il y a un petit récit et les récits là sont tirés beaucoup plus des idéogrammes du Fa ou bien ce qu'on appelle l'IFA chez nos amis du Bénin, chez nous au Togo on parle du Fa. Donc vous savez que le Fa en fait c'est 256 idéogrammes et derrière chaque idéogramme il y a des histoires. Et ces histoires-là sont tellement édifiantes. Et donc, moi, chaque aspect, au lieu de citer un auteur américain ou bien un auteur étranger, je prends des histogrammes du Fa pour pouvoir illustrer l'idée que je veux véhiculer. Et en fin de compte, je donne un peu la leçon là qui est derrière cet histogramme-là. Mais ces éléments-là ne viennent pas de moi. Je l'ai lu à partir d'un ouvrage du docteur Basile Adjoumouni, qui a écrit l'ouvrage Le Code de vie du primitif. Sagesse africaine selon IFA, qui est en 4 tomes, un ouvrage très intéressant que je pense que toute famille africaine devrait avoir dans sa bibliothèque familiale. Donc c'est de par ces idées-là que je prends un peu le récit d'un idéogramme et ensuite je développe un peu mon idée qui est derrière. Donc c'est très intéressant l'ouvrage et ça là, ça permet tout simplement aux jeunes africains, c'est de dire, moi je suis de ceux-là qui pensent que nos aînés, ou bien disons nos ancêtres, sont des gens qui étaient tellement intelligents. Je refuse qu'on me dise que ceux-là qui ont vécu avant moi n'ont pas été aussi intelligents que cela, mais je pense que c'est faux. Il y a beaucoup d'éléments qui sont contenus dans nos rites, dans nos coutumes, qui véhiculent une sagesse vraiment incommensurable et que je pense que c'est le moment de pouvoir les mettre en exergue. Et c'est ce que j'ai pu utiliser dans ce ouvrage-là pour pouvoir édifier. Et je pense à partir de ces récits-là, qui sont faits à partir des animaux, et du commun du mortel, ça va pouvoir vraiment attirer l'attention de l'auteur et il va comprendre vraiment l'opportunité de cela. Et je prends un élément très simple. Quand je parle de la procrastination dans l'ouvrage, par exemple, où je prends l'illustration de la tourterelle. Et dans notre tradition, on dit la tourterelle, c'est l'oiseau le plus paresseux, qui ne fait son nid que lorsqu'il pleut. Et quand il pleut et que la tourterelle est tout mouillée, la tourterelle chante soi-disant à la fin de la pluie, il va construire son nid ou bien sa maison. Mais une fois que la pluie finit, la tourterelle reprend sa vie de pèlerin. Donc c'est ça un peu la procrastination. Donc comment mettre, comment rapporter tous ces éléments-là, il ne faut pas que ce soit juste des gros mots, apporter ça au commun de mortel pour que les gens se sentent beaucoup plus concernés. Et j'ai dit qu'en fait, dans la tradition, on dit très souvent qu'il y a de ces éléments-là, on les appelle les individus qu'on les appelle, comment l'appelle-t-on? Ce sont des individus très souvent qui vont vers le prêtre, qui pour solliciter des consultations. Et en fin de compte, quand le prêtre leur donne des consignes, ils ne font pas ces consignes-là. C'est ce qu'on appelle très souvent comment l'appelle-t-on? En éveil, on les appelle kamassans.
camp-maçons, c'est-à-dire ce sont des individus qui vont vers le prêtre pour solliciter des consultations et quand on leur donne des directives, ils n'exécutent pas ces genres de directives-là. Donc je pense que l'ouvrage, je ne veux pas que ceux-là qui sont des lecteurs ne soient pas des camp-maçons, c'est-à-dire qui vont lire l'ouvrage mais qui ne vont pas pouvoir le mettre, comment l'appelle-t-on, en œuvre, c'est-à-dire ne vont pas pouvoir mettre en application ces éléments-là qui sont contenus. Donc je vais inviter les lecteurs. Une chose est de lire, mais le plus important, c'est de pouvoir les mettre en application. Et là, je pense que ça dépendra beaucoup plus du lecteur que de moi qui suis l'auteur.